Et donc, nous allons passer la parole à Nicolas Louvet, qui a, enseignant-chercheur notamment, qui a beaucoup travaillé à partir toujours des enquêtes ménage-déplacement, comme base, comme ressource, sur la question de l'acceptabilité sociale du transfert de mode de transport. Bonjour, merci de m'accueillir. Peut-être rapidement pour me présenter et dire dans quel contexte je vais essayer de donner un peu de matière au débat. Donc je dirige un cabinet parisien qui travaille sur la mobilité. Alors c'est intéressant de dire que la mobilité est un des enjeux, mais ça a été évoqué toute la matinée, c'est de ne pas le synonymiser avec un déplacement. Un déplacement, ça se mesure en temps et en distance. La mobilité, ça se mesure en activité. Donc la mobilité, finalement, c'est la ville. Et la ville au sens large, même à la campagne. On travaille, notre cabinet travaille essentiellement pour des collectivités, alors aussi pour l'État, mais alors à Lille, à Bordeaux, à Lyon, à Nice, à Grenoble, à Amiens. En l'occurrence, actuellement, on travaille on a un des projets qui porté par la région Picarde pour développer une démarche de marketing individualisé. Qu'est-ce que c'est que le marketing individualisé? C'est accompagner les usagers ou les habitants individuellement pour changer leur comportement. Et là, l'objectif, c'est qu'on prend des gens qui prennent la voiture tous les jours, ou presque, pour leur déplacement, qui n'ont jamais utilisé le TER, et qu'on accompagne à utiliser le TER. Donc le marketing individualisé, c'est aussi une démarche qui fait que, généralement, pour attirer les gens vers un nouveau comportement de mobilité, on dit qu'il y a deux possibilités. Soit on améliore l'offre alternative, donc on va baisser le prix du TC, on va rajouter des bus, des métros, des tramways, soit on contraint l'usager de la voiture à l'utiliser. Et ben, le marketing individualisé, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de contrainte. On vous explique que ça existe et ça peut entraîner des comportements. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est pas ce que je vais vous présenter là. Donc après, c'est un cabinet qui, dans le profil, il y a à la fois des sociologues, des ingénieurs, des géographes, des Sciences Po. Et donc ça ressemblerait peut-être un peu à ce qui se passe dans une agence d'urba où c'est un peu mélangé. C'est des mélangistes qui s'intéressent à la ville finalement. Avant de vous présenter l'étude que j'ai décidé d'extraire de tout ce qu'on fait, je pense qu'il y a trois choses que je voudrais dire. Je pense qu'un enjeu, je pense qu'aujourd'hui le mode le plus efficace, le plus utile, le plus complet pour se déplacer, c'est la voiture particulière. Il n'y a pas mieux. C'est vrai. D'ailleurs, même pour venir de la gare, on est venu en voiture, mais on n'était pas en voiture autosoliste, hein, on était à plusieurs dedans. Mais donc et souvent, on est un peu contre la voiture. C'est-à-dire que dans les années 70, on a tout fait pour. C'était l'époque où on adaptait la ville à la voiture. Dans les années après les crises pétrolières, on s'est dit oulala, plus d'argent, on fait plus grand-chose, mais on n'en parle pas, on fait rien pour, rien contre. Et puis dans les années 90, on dit qu'il fallait contre. L'enjeu, ce qu'a relevé un peu Pierre Radin aussi tout à l'heure, c'est de jouer avec la voiture. C'est-à-dire que la voiture reste un objet extraordinaire. Mais donc c'est là où il faut... donc comment passer de ce réflexe monomodal que voiture ou que TC à un réflexe multimodal. Donc il y a des objets qui sont plus efficaces que d'autres, il y a des conditions qui le sont plus, il y a des contraintes qui fait que d'un seul coup, on va passer de ce réflexe où la voiture reste efficace pour certains des déplacements qu'on va faire, et donc il ne faut pas l'acheter, et le TC aussi, et le vélo aussi, et la marche. Mais donc, qu'est-ce qui fait qu'on devient multimodal? Et je pense qu'un des enjeux, c'est de s'intéresser à l'usage, avant de s'intéresser à l'objet. Je vais donner deux exemples d'actualité. Premier exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les appâts. Vous savez, la France est un très mauvais élève. Il pollue beaucoup en Europe, et donc l'Europe, je simplifie, hein, l'Europe a dit à la France, vous polluez trop avec toutes vos voitures diesel, ça, on va vous faire payer des amendes énormes. Donc l'État est allé voir l'Europe, l'État français a dit, oh non, c'est pas sympa de payer ces centaines de millions d'euros, on va faire un effort, on va faire quelque chose. Donc l'État a eu l'idée de voir les grandes collectivités, les grandes agglos, en disant, on va inventer des appâts. Les APA, c'est les zones d'action pour l'atmosphère. En gros, c'est un genre de périmètre au sein duquel les voitures dites polluantes n'auront plus le droit de circuler. Alors quand je dis que c'est un bon exemple pour comprendre la difficulté on s'intéresse à l'objet et pas à l'usage, c'est-à-dire que si vous avez une voiture diesel de plus de 10 ans ou une voiture essence de plus de 17 ans, vous n'avez pas le droit d'aller dans la zone. Par contre, si vous avez un Cayenne Porsche neuf,
Vous pouvez rentrer dedans, presque. Alors, sans aller dans le Cayenne Porsche 9, prenons deux voitures diesel, une Clio diesel neuve et puis une vieille Clio diesel qui aurait plus le droit de rentrer dedans. Si vous êtes quelqu'un qui avait un rapport un peu raisonnable, rationnel de l'usage de la voiture et que vous l'utilisez que à bon escient, en la partageant, votre vieille diesel qui a plus de 10 ans, eh ben vous n'avez pas le droit de rentrer, alors que vous n'utilisez qu'une ou 2 fois par an. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans la zone. Par contre, si vous avez une Clio neuve, vous pouvez y aller 30 fois par jour. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on s'intéresse à l'objet et on oublie l'usage. Autre exemple d'actualité, puisque Arnaud Montebourg, notre ministre du redressement productif, en parle partout, c'est la voiture électrique. Donc ça a été évoqué là. Encore une fois, on s'intéresse à l'objet et pas à l'usage. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a eu la prime à la casse pour sauver PSA et les autres. Ça a tenu 2-3 ans et puis finalement, il faut qu'ils ferment. Donc maintenant, on fait la prime à l'électrique. Sauf que, encore, qu'est-ce qu'on fait? On vend une voiture. On ne s'intéresse pas à celui qui va l'utiliser. On vend une voiture électrique, donc en gros, on change le moteur, mais on a mené des études, nous, il y a 7-8 ans, sur les usagers des voitures électriques. Vous savez, on dit tout le temps, le problème de la voiture électrique, c'est l'autonomie. Au final, en urbain, même les 106 de PSA et d'Agadroni, ça faisait 80 km d'autonomie. Et ben en urbain, c'est amplement suffisant pour faire toute sa boucle de déplacement de la journée. Et même, c'était important, on avait montré dans les études qu'il ne fallait pas que ce soit une voiture qui devait à 600 km d'autonomie d'un seul coup, parce que ça éduque les usagers à avoir un usage plus organisé de sa mobilité. De ne pas rentrer dans un réflexe d'usage. C'est-à-dire que si sa voiture, elle marche tout le temps, on est dans le réflexe d'usage. Si d'un seul coup, elle a que 80 km, eh ben, on l'utilise différemment. Donc encore une fois, c'est pas parce que Arnaud Montebourg appelle tous les cabinets, parce que je le vois à Lyon en ce moment en disant arrêtez l'autopartage, faites des bornes de recharge électrique partout, ça va peut-être sauver l'industrie automobile pendant 2 ans, sauf que ça va encore obliger les industriels automobiles à faire que des voitures en changeant de moteur, mais ce sera la voiture et pas s'intéresser à l'usager. À côté de ça, il y a des vraies tendances, il y a des choses qui changent, même chez des constructeurs automobiles. Donc je vous disais qu'on travaillait beaucoup pour des collectivités. Pierre Adam tout à l'heure parlait de Toyota, qui a été un des premiers. Toyota est venu nous voir il y a 2 ans, donc ce n'était pas Toyota France, c'est quand même aussi un bon indicateur, c'était Toyota Japon et Toyota Allemagne. Ils sont venus nous voir en nous disant, on nous a dit que demain, il y aurait moins de voitures. Dans l'absolu, ça ne nous dérange pas trop si c'est des Toyota. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à ce que ce soit des Toyota? Alors forcément, s'ils viennent nous voir, nous, c'est pas pour faire des nouveaux moteurs ou faire des nouvelles carrosseries. C'est pour comprendre l'usage. Qu'est-ce que c'est que le nouveau rapport à la voiture? Donc, c'est vrai, il y a une vraie dissociation. Aujourd'hui, il y a une totale dissociation, de plus en plus, une tendance marquée entre la possession et l'usage. Alors qu'on n'est plus obligé d'être propriétaire de sa voiture pour utiliser sa voiture. Il y a aussi un phénomène très important, c'est qu'on voit que, aussi bien en France qu'au Japon, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, les jeunes de 18 ans, en zone urbaine, j'insiste bien, c'est vrai que dans la Pampa, on est un peu obligé, mais les jeunes de 18 ans ne passent plus leur permis de conduire. Ça veut dire quoi? Donc on va reboucler à ce que vous disiez, mais ça veut dire que au début, on pensait que c'était parce que la voiture, le permis coûtait cher. Après, on s'est dit non, c'est peut-être parce que la voiture coûte cher. Non, en fait, à 18 ans, on s'émancipe avec un iPhone, on s'émancipe plus avec une voiture. Donc il y a un autre rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, et comme l'a dit le chercheur de l'IFSTAR tout à l'heure, on ne pensait pas que ce serait à ce point-là, mais dans toutes les dernières enquêtes ménage déplacement, on a eu la première information avec celle de Lyon de 2006, on a été étonné. On a vu qu'il y a une inversion de tendance. C'est-à-dire que les parts modales des déplacements en voiture particulière a baissé. Nous, on espérait au mieux que l'augmentation allait baisser, mais non, là, ça a vraiment baissé tout court. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a ces messages-là à retenir. Alors maintenant, je vais essayer quand même de vous présenter l'étude que je voulais. Si vous pouvez passer le PowerPoint. Donc, en gros, cette étude-là, on a analysé 9 enquêtes ménage-déplacement. En fait, dans les enquêtes ménage-déplacement, il y a ce qui vous a été présenté tout à l'heure, sur tout ce qui relève de la pratique, finalement. Hein. Et en fait, il y a aussi tout un autre fichier qui s'appelle le fichier opinion. Nous, dans toutes les recherches qu'on mène depuis une quinzaine d'années, on montre que les représentations chez les usagers sont aussi un ingrédient décisif du choix modal. Donc dans les fichiers opinion, dans les enquêtes ménage, du moins type standard CERTU, alors je rentre dans la tambouille, mais dans les fichiers opinion, il y a des questions qui sont posées aux personnes enquêtées qui sont citez-moi 3 adjectifs pour qualifier la voiture. Pareil pour les transports collectifs, pareil pour le vélo. Et on demande que ce soit totalement spontané. À partir de là, on a élaboré une typologie qu'on a
qu'on a pu construire sur une cinquantaine, même maintenant, d'agglomérations en France, qu'on a aussi construit en Suisse et à l'étranger, qui nous permettent de comprendre ces comportements et les prédispositions des gens à utiliser les modes. Donc c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui pour vous dire voilà un peu quelles sont les tendances et les comportements. Alors, on ira très vite sur les objectifs de l'étude. Et sur la méthodologie. Après, je vous raconterai donc les dispositions à l'égard des modes. Je vous montrerai comment on a construit cette typologie-là, et puis comment on la mène depuis longtemps. Ça permettra de voir des évolutions temporelles dans le temps et comment ça a évolué. Et on essaiera rapidement d'avoir les principaux résultats. Mais alors, le titre de mon intervention qu'on voit plus là, mais qui était aussi le titre d'un ouvrage qu'on a sorti, s'appelle « Et si les Français n'avaient plus seulement une voiture dans la tête », ça vous donne un peu des pistes sur les conclusions de l'ouvrage. Alors, on peut avancer. Alors, les objectifs de l'étude. L'enjeu, d'abord, c'était vraiment de mesurer ces dispositions et l'usage des différents moyens de transport. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils ont envie d'utiliser ou non. Est-ce qu'ils ont envie d'utiliser les transports collectifs? Est-ce qu'ils ont envie d'utiliser la voiture? Et sinon, et s'ils n'ont pas envie d'utiliser tel ou tel autre, pourquoi? Deuxième élément, c'est explorer comment ces dispositions se traduisent en attitude et représentation. Est-ce que le fait d'avoir envie d'utiliser tel ou tel mode, ça impacte sur les pratiques modales? Par exemple, est-ce que si on n'a pas envie d'utiliser la voiture, on l'utilise quand même? Donc vous savez, ça, on pourrait appeler la dépendance automobile, par exemple. On ne veut pas l'utiliser, mais on l'utilise quand même, donc c'est un bon indicateur pour mesurer la dépendance automobile. Et puis troisième élément, finalement, comment le 1 et le 2, donc comment les dispositions et les attitudes, quand on les associe à des politiques de transport, qu'est-ce que ça donne? Finalement, est-ce qu'une politique de restriction du stationnement entraîne un usage différent de la voiture, par exemple? Alors on peut passer sur l'autre. Donc là, très vite, je vous en ai dit tout à l'heure, l'étude que je vous montre là, elle s'est basée sur l'analyse de 19 enquêtes ménages qui étaient disponibles à l'époque et dans laquelle on avait posé la question des adjectifs, parce que maintenant c'est obligatoire depuis 2003, mais avant ça ne l'était pas, et puis il y en avait qui n'étaient pas encore disponibles. On peut vite aller maintenant passer au premier point, donc les dispositions à l'égard des modes. Donc ça, c'est un tableau assez simple qui correspond finalement à la distribution de la citation des adjectifs, donc qui sont spontanés. On ne leur propose pas de choisir des adjectifs, ça permet vraiment de sortir un peu des approches binaires, c'est confortable, pas confortable, mais c'est eux qui vont sortir un adjectif confortable ou dangereux ou autre chose. Donc c'est un tableau assez simple qui montre, donc qui correspond à la distribution des adjectifs en fonction de la connotation positive ou négative, ou neutre. C'est-à-dire que bon, quand on dit c'est nécessaire, on va le rentrer dans une case neutre. C'est difficile à classer. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que finalement, la voiture particulière et les transports collectifs, ils ont une image plutôt positive. Et il y a 10 ans, c'était très différent. Il y a 10 ans, on avait plutôt 70% d'images positives pour la voiture et 40% d'images positives pour les transports collectifs. Quant au vélo, il y a 10 ans, on n'en parlait même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe. Les gens, on a même des parts modèles qui apparaissent, même si elles ne sont pas... Alors, celle de Strasbourg, après 10%, c'est un truc un peu spécifique, on l'a pas partout. Mais le vélo aussi, c'est positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Aujourd'hui, l'image de la voiture particulière s'est plutôt détériorée et celle des transports collectifs assez améliorée. Donc ça, c'est un premier résultat. Deuxième, vous pouvez avancer, appuyer sur les... parce que là, on ne voit pas grand... Appuyer encore, voilà. Donc là, je ne suis pas sûr que vous voyez grand-chose, moi non plus d'ici, mais je vais essayer de le voir aussi. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On essaye de voir comment les dispositions, donc là c'est la citation des adjectifs, comment les dispositions sont associées à des usages. C'est-à-dire que soit on utilise la voiture tous les jours, qu'est-ce qu'on en pense? On l'utilise jamais, mais qu'est-ce qu'on en pense? Pareil pour les transports publics, pareil pour le vélo. Finalement, on se rend compte que pour la voiture particulière, ceux qui l'utilisent tous les jours vont citer liberté, autonomie, et ceux qui l'utilisent jamais vont d'abord citer les nuisances. Pour les transports collectifs, ceux qui l'utilisent tous les jours, c'est avant tout la rapidité qu'ils mettent en avant. Ceux qui l'utilisent jamais, c'est que c'est contraignant, c'est lent, etc. Donc, il
ce qu'il faut retenir en tous les cas, c'est que l'image influence l'usage et l'usage influence l'image. C'est-à-dire que quand on utilise un mode, on a généralement une image plus positive quand on ne l'a jamais utilisé. Donc ce que je dis tout le temps, je pense que quand on passe son permis de conduire, ce serait l'occasion d'imposer à ceux qui passent le permis de conduire d'aller aussi utiliser les transports collectifs. C'est un bon moment pour y aller, par exemple, pour développer des compétences. Avançons encore. Donc ça, c'est... en gros, c'est les adjectifs. En haut, vous avez les adjectifs qui sont cités par les utilisateurs fréquents des modes. Donc en vert, c'est le vélo, en rouge, c'est les transports collectifs, en bleu, c'est la voiture particulière. Et puis en bas, c'est ceux qui sont des utilisateurs occasionnels, exceptionnels. Donc en fait, quand on est utilisateur fréquent des modes, tous les modes, c'est pratique. Alors ce qui est intéressant dans l'effet pratique, c'est que le vélo est pratique aussi. Donc pratique, ça ne veut rien dire. Sauf que ça veut dire que c'est un mode un peu comme un autre. Donc le vélo devient un mode comme les autres, alors que ça ne l'était pas. Hein. On pourrait pas d'autopartage, aujourd'hui on commence à le qualifier comme pratique aussi. Donc c'est bon signe, c'est que ça commence à rentrer un peu dans le... les transports collectifs et le vélo, c'est rapide. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est donc sur l'adjectif indispensable, le seul mode pour un utilisateur régulier du mode, où en grande nécessité on dit c'est indispensable, c'est le vélo. Le vélo pour un usager, il est plus indispensable quand il utilise tout le temps qu'un automobiliste. Donc ça, c'est une vraie évolution. Et après, pour ceux qui l'utilisent occasionnellement, la voiture, c'est plutôt polluant, les TC, c'est cher. Alors c'est cher, c'est un élément qui ressort assez souvent dans les enquêtes, alors que c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à communiquer, comme ça a été fait dans la présentation de ce matin, pour montrer voilà le vrai coût de la voiture, voilà le coût des TC. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'une voiture en moyenne en France, tout compris avec l'amortissement, ça coûte autour de 6 000 € un modèle Clio. Et puis à Paris, c'est plutôt autour de 8 000 €. Mais quand on rapporte. Donc ça, on ne le connaît pas. Donc il y a un véritable enjeu à communiquer sur le prix de la voiture pour le comparer au TC. On peut avancer, appuyer. Encore un peu, encore une fois, voilà. Donc là, on a regardé les 3 modes selon le contexte de domicile. Est-ce qu'on habite dans une ville-centre de plus de 100 000 habitants, une ville-centre de moins de 100 000 habitants, est-ce qu'on est en zone suburbaine ou en zone périurbaine? Donc là, c'est l'image de la voiture, les adjectifs cités sont l'image de la voiture. Donc finalement, on a plutôt une image consensuelle et paradoxale, hein, parce qu'elle est pratique, chère et polluante et rapide, mais quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit le contexte urbain, on a à peu près la même image partout. Et puis, en s'éloignant, forcément, sa praticité ou sa nécessité, et ça change parce que l'alternative, elle est moins forte en périurbain lointain que dans le centre. Et puis, pour les habitants du centre, nos enfants gâtés, elle reste bruyante dans les grands centres. Alors donc, pour la voiture, on a plutôt passé à l'image d'après. Donc, on a fait le même exercice pour les transports publics. Appuyez encore une fois. Voir encore une fois. Non, en arrière, pardon, excusez-moi. Là, donc si pour la voiture particulière, on a finalement, quel que soit le contexte urbain, une image un peu anthropologique, où qu'on habite, on a la même image. Donc il y a peu de variations pour la voiture en fonction du contexte. Pour les transports collectifs, c'est l'inverse. Ça varie énormément en fonction du contexte dans lequel on habite. En même temps, il y a même une covariation, car les plus grandes villes, elles sont aussi celles qui offrent la meilleure offre TC, hein, généralement. Donc il y a quand même une morale à l'histoire dans tout ça, c'est que quand on a investi dans les TC, dans ces grandes villes qu'on a investi dans les TC, même si je ne suis pas un grand défenseur du à tout prix du tramway partout, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tous les cas, ceux qui ont investi lourdement depuis longtemps dans les TC, ils ont plutôt une meilleure image des transports collectifs. Donc au moins, ça joue à l'inverse de l'automobile. On peut avancer encore. L'image du vélo, ce qu'on va voir dans l'image du vélo, c'est que finalement en milieu urbain dense, c'est un mode de transport. Et puis au plus on s'éloigne du milieu urbain dense, au plus c'est plutôt un mode qui sert au loisir. Hein. Et la rapidité du vélo disparaît quand on est en lointain périurbain. Avançons, parce que et encore celle-là, on la passera aussi. Voilà. Il y a cet exercice-là qu'on a fait qui est assez intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les couples d'adjectifs antinomiques, rapide, lent, par exemple, cher, économique, confortable, inconfortable, de la manière dont il les citait. Et puis, on les a additionnés. On a additionné tous les adjectifs positifs par ville, ce qui donne ce classement-là. Donc en bas, vous avez les villes. Donc les carrés bleus, c'est économique, les triangles verts, c'est confortable, et le losange rouge, c'est rapide. Alors pourquoi on a privilégié ces 3 paramètres? Parce que généralement, c'est les 3 paramètres, donc économique, rapidité et confort, qui sont utilisés dans les modèles de déplacement et qui caractérisent l'offre. Donc la vitesse, le coût, le confort. Donc on a repris ces mêmes éléments-là.
Donc pour vous donner une clé de lecture, si vous prenez la première ville qui est Grenoble, donc parmi les enquêtés qui ont cité spontanément la notion de confort, 80% à Grenoble l'ont fait avec une connotation positive et 20% avec une connotation négative. C'est comme ça qu'on voit. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce graphe-là? C'est que donc, sans rentrer ville par ville, on voit que les 6 premières villes attirent l'image vers le haut. Et finalement, c'est des villes à transport en commun en site propre. Plus Besançon, qui va bientôt en avoir un mais qui n'en avait pas. Mais Besançon, c'est une ville aussi qui a un réseau urbain très testé, très poussé, très organisé depuis longtemps. Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir aussi comme résultat? C'est que les transports collectifs, partout, ils sont majoritairement considérés comme économiques. Donc, vous voyez, c'est un peu le paradoxe. Quand on est usager, en tous les cas, à la fois, on dit que c'est cher, en même temps que c'est un mode économique. Il y a plus de variabilité sur la vitesse et le confort. Et les seules villes où le transport collectif est rapide, c'est les villes où il y a un transport en commun en site propre. Donc encore une fois, il y a quand même cette morale à l'histoire. Les collectivités qui ont investi ont ces éléments-là. Alors, maintenant, la typologie du choix modal. Donc ces adjectifs-là, je ne vais pas rentrer dans l'analyse multivariée qu'on a construite pour faire ça. On les a réanalysés pour construire cette typologie que je vais vous présenter, qui est intéressante parce qu'elle permet d'identifier des nouveaux segments de marché, des nouvelles niches. C'est-à-dire qu'on n'appréhende plus seulement l'usager des transports collectifs par son âge, donc un jeune, un vieux, par l'endroit où il habite ou par sa CSPO, mais par d'autres éléments. Donc pour construire cette typologie, on appréhende 3 grandes dimensions de l'adjectif cité. Donc d'abord la dimension des habitudes modales. Ça nous permet d'identifier ceux qui sont exclusifs d'un mode ou qui prennent plusieurs modes. Donc est-ce qu'ils sont exclusifs que du TC, que de la voiture, ou ils mélangent avec les modes. La deuxième dimension, c'est la dimension des valeurs. Donc ça va différencier les répondants qui qualifient l'offre de transport en fonction de l'intérêt individuel de l'intérêt collectif. Donc il y a des adjectifs qu'on a cités dans du collectif et d'autres individuels. Et puis la dimension des attitudes, c'est finalement, est-ce que c'est des adjectifs positifs ou négatifs? On peut passer. De là, on a construit aujourd'hui, maintenant on est arrivé à construire, attendez que je dis pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, c'est ça, 8 types. Je vais pas vous les... Enfin, il y a celui qu'on appelle d'abord l'automobiliste exclusif. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, il n'y avait que l'automobiliste exclusif. Maintenant, il y a 2 types d'automobilistes exclusifs. L'automobiliste exclusif dit convaincu ou contraint, et l'automobiliste exclusif ouvert. Donc l'automobiliste convaincu, c'est quelqu'un qui utilise que la voiture dans sa vie quotidienne, qui a une mauvaise image des essais, et puis ses habitudes spatiales, elles se structurent autour des accessibilités offertes par ce moyen de transport. Donc en gros, celui-là, même si vous lui offrez un tramway que pour lui qui ressemble à sa voiture, il n'ira pas dedans. Le seul moyen que vous ayez pour plus qu'il prenne la voiture, c'est lui crever les pneus tous les matins. Voilà. Après, il y a l'automobiliste exclusif ouvert. Finalement, c'est le même que l'autre, sauf qu'il n'est pas négatif envers les transports collectifs. Plutôt une attitude positive, sauf qu'il ne les prend pas, il ne les utilise pas, il ne les connaît pas. Après, vous avez le pendant de l'auto. Donc pourquoi avant ils n'existaient pas? C'est qu'en gros, avant, quand on avait un automobiliste exclusif, les citations des adjectifs qu'il donnait au TC étaient à 95% négatifs. Aujourd'hui, ça s'équilibre. Il y a autant de gens qui donnent du positif que du négatif sur les TC. Le mode alternatif exclusif, c'est le pendant de l'automobiliste exclusif. C'est quelqu'un qui n'utilise pas la voiture. Donc il va utiliser les modes alternatifs, donc pas que les TC, mais il n'utilise pas la voiture. Ses habitudes spatiales, elles se structurent autour des accessibilités offertes par les transports publics, la marche et le vélo. Et après, il aime ou il n'aime pas la voiture, mais il a plutôt tendance à ne pas l'aimer, quoi. Après, il y a celui qu'on appelle l'automobiliste contraint à l'usage des transports publics. Donc celui-là, c'est celui qui aimerait bien prendre sa voiture, mais on l'en empêche. Donc comment on l'en empêche? C'est-à-dire qu'il préfère, c'est souvent une politique de stationnement drastique, ou alors ça peut être la congestion des fois, mais c'est-à-dire qu'en fait, si vous ne pouvez pas garer votre voiture, vous la prenez pas. Donc ça veut dire que ça, c'est un bon marqueur pour comprendre l'image des transports. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'automobilistes contraints dans votre agglomération, c'est qu'il n'y a quand même pas une bonne image des transports publics dans votre agglomération, parce qu'en gros, on dit que c'est nul. On les utilise, mais on ne les aime pas. Et en même temps, si vous n'en avez pas beaucoup, on peut aussi en déduire que la politique de stationnement, elle est un peu facile. Ça, c'était ce qu'on avait pu voir à Nantes, par exemple. Alors que Nantes est une ville pilote par rapport à plein de choses. On a aussi ce qu'on appelle les prédisposés au mode alternatif. Donc eux, ils préfèrent utiliser les transports publics, la marche ou le vélo automobile pour les caractéristiques de la mobilité que ça offre
forcément moyen de transport, mais ils utilisent aussi, ils ne sont pas comme les modes alternatifs, ils utilisent aussi la voiture, quoi, hein. Ils ont plutôt une vraie préférence pour les transports collectifs, mais ils ne sont pas exclusifs. Après, on a les comparateurs de temps, donc ceux-là, ils font plaisir aux économistes, parce qu'un économiste dit tout le temps que l'usage est rationnel, donc il est dans un rapport coût-temps. Donc il existe aussi. Donc, ce qui est intéressant chez le comparateur de temps, c'est que lui, il a une bonne connaissance de l'offre, ou du moins il essaye d'en avoir une, donc ça veut dire que ça vaut le coup de lui en donner. Si vous avez beaucoup de comparateurs de temps chez vous, que vous avez une bonne offre de transport collectif et que vous avez une mauvaise information, il ne pourra pas profiter de votre offre de transport collectif. Mais du moins, il compare. Donc, selon la condition de déplacement, il est plutôt aller d'un mode vers un autre. Donc, à quoi il nous sert celui-là, par exemple? C'est que, mais on le verra après, ou si j'ai pas le temps, je ne vous le montrerai pas, mais c'est que si les comparateurs de temps dans votre agglomération sont nombreux à utiliser les transports collectifs, on peut considérer que l'offre de transport collectif elle est efficace. Et à l'inverse, s'ils utilisent tous les jours la voiture et jamais le transport collectif, c'est que l'offre de transport collectif n'est pas efficace. Après, vous avez les écologistes civiques, c'est ceux qui ils vont aussi bien faire le tri des déchets chez eux qu'ils ne veulent pas prendre la voiture. Donc eux aussi, c'est un bon gradient quand on pratique avec les parts modales. C'est-à-dire que s'ils utilisent la voiture quand même massivement, ça prouve qu'il y a une forte dépendance automobile. Parce qu'ils ne veulent vraiment pas la prendre, ils ne peuvent pas faire autrement s'ils la prennent. Et puis il y a les ancrés dans la proximité, ça reste toujours assez faible, ils ont plutôt tendance à baisser, mais c'est des gens qui sont dans un rapport à pas vouloir utiliser les modes motorisés, et donc ils ont plutôt tendance à habiter dans des hypercentres en mode de proximité. On peut avancer, donc là, on a pris sur les 19 agglos, les agglos où il y a à la fois une image positive de l'automobile et négative des transports collectifs. Finalement, donc c'est les plus prédisposés à la voiture particulière, hein. Plus ils y sont importants finalement, ceux-là. Ceux qui sont prédisposés à la voiture particulière, plus c'est difficile de nier contre eux. Et donc en fait, on voit encore une fois que là où il y a, à part Besançon qui a un réseau un peu différent, là où on a la meilleure image du transport collectif et la plus mauvaise image de l'automobile, c'est encore des villes à TCSP. Donc la morale de l'histoire, elle fait que quand même, c'est pas stupide de faire du TCSP. On continue. Donc les conditions de stationnement sur le lieu de travail. Vous savez, ça c'est un levier extraordinaire, le stationnement, hein. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est un problème chez nos élus, c'est que, et notamment les élus dans les collectivités où on a fait puisqu'à Amiens vous vous posez la question, on a fait des gros investissements dans du TCSP lourd qui a ennuyé pendant les travaux j'allais dire les habitants, mais je devrais dire les électeurs. Donc en fait, on est suffisamment emmerdé avec les travaux, maintenant on ne fait plus rien, on va pas leur faire du stationnement, ce qui est une vraie erreur. Roland Ris, quand il était maire de Strasbourg, même s'il est revenu là, mais il y a la fois d'avant, il disait, moi à Strasbourg, je ne sais pas s'il faut faire du transport collectif ou de la voiture. Bon, il avait une petite idée, mais nous on a décidé de faire du transport collectif, donc on ne fait plus de voiture. Là où il y a l'alternative, bien entendu que si on ne peut pas faire autrement, il ne faut pas être un anti-voiture bête et méchant. Mais donc, ce qui est intéressant, donc, quand on regarde les conditions de stationnement sur le travail, donc là, c'est la part des actifs qui éprouvent aucune difficulté de stationnement à leur lieu de travail. Et bien, on voit encore que finalement, on peut progresser beaucoup. Parce qu'entre Lille, qui dit que c'est super facile, c'est 30%, hein, et puis, non, c'est l'inverse. Entre Le Havre qui dit que c'est très facile et puis Lille qui dit que c'est compliqué, on passe de 30 à 73%. Il y a une marge importante où on peut aller plus loin. Et puis en plus, là, je me rends compte que oui, je me suis trompé c'est pas du tout ça. Oui, Lille, en fait, j'allais vous dire qu'on s'était trompé sur Lille. Donc, Le Havre, c'est les pires et Montpellier, c'est les mieux en matière de difficultés liées au stationnement. Donc, il y a quand même une marge. Passer de 73% à 36%, il y a plein de collectivités qui peuvent bosser un peu là-dessus, quoi. On continue, donc mesurer et comparer la dépendance à l'automobile. Donc là, finalement, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. On regarde les automobilistes exclusifs convaincus. Donc finalement, quel que soit l'endroit où on habite, quand on est un automobiliste exclusif convaincu, celui à qui on doit crever les pneus, vous savez, eh ben, on utilise la voiture dans les mêmes parts tous les jours ou presque de la même manière. Et l'écologique civique, c'est celui qui ne veut pas l'utiliser. Eh ben, on voit que la ville qui offre donc ça permet de mesurer le gradient de dépendance automobile. Donc les villes de moins de 100 000 habitants, c'est celles qui offrent la plus faible dépendance à l'automobile. C'est normal parce qu'elles sont un peu compactes, sauf Lille, parce que Lille en même temps c'est pas une ville comme les autres en France, elle est multipolaire, donc c'est un peu différent. Après on a les grandes villes à TCSP et enfin les villes les plus périurbanisées, les moins denses, ce qui fait que c'est là où il y a la plus grande dépendance automobile. On peut passer.
Là, pareil, mesurer donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'efficacité des transports publics par rapport à la voiture. Donc là, on prend les comparateurs de temps et on voit ceux qui utilisent souvent, donc au moins 2 à 3 fois par semaine les transports collectifs. Et ben, alors, on pourrait dire pourquoi Toulouse et Montpellier sont pas situés de la même manière. Alors, il y a une forte périurbanisation, mais à Montpellier, il y a un système de localisation des emplois et des aménités urbaines qui est différent, plus polycentrique et plus concentré. C'est pour ça que l'offre de TC aussi, elle est plus efficace. Donc, encore une fois, on voit que les villes à TCSP, l'offre est considérée comme plus efficace. Nicolas, je vous accorde encore 3 minutes. Mais je pense que j'ai fini, donc on va peut-être juste, je vous montrerai pas la comparaison temporelle, sauf que ça rejoint ce que je disais en introduction, qu'on va dans une tendance avancer. Allons juste à la conclusion maintenant. Vous pouvez appuyer encore, voilà. La tendance, c'est que il y a des chocs culturels, forcément en Suisse et en France, parce que c'est ça que j'aurais pu vous montrer, on n'est pas dans le même rapport. Mais la prédisposition à utiliser les modes alternatifs n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, donc il ne faut pas avoir peur d'y aller. Si les élus sont présents aujourd'hui, n'ayez peur de vos électeurs par rapport à ça, mais n'ayez plus un discours que vous ne voulez pas avoir, je sais, anti-voiture, ayez un discours jouons avec la voiture, proposons de l'autopartage, inventons la station de covoiturage maligne, etc. Donc il y a un vrai potentiel de report modal qui est dormant parce que c'est pas parce qu'on a une bonne image des transports qu'on passe à l'acte encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez les faire passer à l'acte. Et puis pour ça, il faut peut-être mieux réfléchir à l'adéquation entre l'offre et la demande parce que c'est pas parce qu'on est desservi que l'offre nous correspond. Hein. Et puis aussi, jouer le levier stationnement, ça coûte pas cher. Voilà, merci. Ben, un grand merci à vous. Ce qu'on voit dans ce travail extrêmement riche, c'est qu'effectivement, il y a des phénomènes de glissement, et puis qu'au regard des natures de ville, quand on a une offre visible, qui a une image positive, ça crée quand même un effet levier pour ce transfert modal.